Je te propose de commencer à ce moment-là, Laurent. Oui, ça me va très bien. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau mercredi du COFER qui est un peu original. Merci Laurent d'avoir pu nous proposer ça un petit peu à la dernière minute sur un sujet qui est la bibliométrie, avec des choses qui sont parfois un peu floues, citations, index H, SIGAPS, etc. Donc je suis sûr que Laurent va nous synthétiser ça de manière brillante. Donc je te laisse la main et puis je reprendrai ensuite pour les questions. Oui, merci beaucoup, Benoît. Donc, effectivement, c'est un thème qui est un thème atypique, hein. C'était évidemment pas prévu dans notre programme de départ. Il y a eu un désistement et puis je me suis proposé de traiter ça. C'est pas un sujet stricto sensu rhumatologique, mais il y a quand même des connexions. Parce que c'est vrai que finalement, l'univers de la publication, l'évaluation des publications, c'est quelque chose qu'on discute presque quotidiennement au CHU, mais pas qu'au CHU, hein, ça concerne tous les établissements de santé, publics et maintenant privés, et bien sûr un peu moins les libéraux. Mais je crois que ça mérite quand même qu'on s'y attarde et puis qu'on puisse voir effectivement un peu en détail ce que c'est que cette fameuse bibliométrie. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui comme message. Alors voilà mes liens d'intérêt, mais enfin ils ne sont pas en rapport avec cette thématique. Et je voulais peut-être vous commencer par vous poser un petit quiz. Quel est le point commun entre un footballeur torse nu, une chanson pour enfants et un obscur papier de 1951 que, à titre personnel, je n'ai pas lu? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une petite idée. Ce n'est pas très facile comme ça. Je vais vous donner la réponse, hein. C'est en fait les likes. Cristiano Ronaldo, c'est la page sur Facebook qui est la plus likée au monde. La première, en fait, c'est Facebook. La deuxième, c'est Samsung. Mais la personnalité la plus suivie, c'est ce footballeur. Plus de 148 millions de followers. La chanson pour enfants que je viens de vous montrer, en fait, c'est la vidéo YouTube la plus vue. Le chiffre est absolument colossal, 8,7 milliards de vues. C'est quand même absolument spectaculaire. Et la deuxième, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la chanson Despacito, qui dépasse les 7 milliards de vues. Et puis 1951, c'est un papier, hein, et ce papier de laboratoire, en fait, c'est la publication la plus citée dans l'univers de la publication. Il y a plus de 300 000 citations pour un papier sur une méthode de dosage. Donc vous allez me dire quel est le lien avec ce dont on parle aujourd'hui. Finalement, c'est l'évolution du paradigme du chercheur. Pendant très longtemps, ce qui a intéressé les gens, c'est ce que vous cherchiez. Et on sait que depuis longtemps, ce que vous cherchez, ça a moins d'importance. On ne peut pas dire que ça n'a pas d'importance, ça ne serait pas tout à fait vrai. Ce qui va beaucoup plus compter, c'est finalement ce que vous allez publier. Et dans le modèle actuel, en réalité, c'est un peu triste, mais ce qui va surtout compter, c'est ce que les autres savent que vous publiez. Et c'est vraiment cette évolution du paradigme du chercheur entre la fin du 19e et le début du 21e, où on a des techniques un peu modernes de communication qui ont complètement changé la donne. Alors, ce radar de la bibliométrie, de la mesure de la science, finalement, il va scruter tout le monde. Il va nous scruter, nous, hospitalo-universitaires. Il va scruter également les praticiens hospitaliers sur leur activité, on va en reparler. Mais il va être important pour toutes les démarches d'embauche, etc., y compris pour nos internes, qui au cours de l'internat vont publier ou essayer de faire des publications, et peut-être que ça aura un rôle dans leur poste d'assistant, par exemple, dans certains services, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bibliométrie? Finalement, c'est l'application des statistiques ou des mathématiques à l'univers de la publication. Et l'objectif, c'est à la fois de quantifier, mais aussi de qualifier cette publication et plus précisément cette production scientifique. Donc, c'est assez proche de quelque chose qui s'appelle la scientométrie. Et est-ce que ça a une importance? La réponse, c'est évidemment oui. Je vous donne deux exemples en miroir de ce que j'ai donné tout à l'heure. Si vous passez le concours de PH, il faut fournir un dossier technique. Et dans ce dossier technique, il y a une partie titres et travaux de recherche. Donc, il y a une évaluation des travaux de recherche qui ont été réalisés. Et bien entendu, pour une carrière hospitalo-universitaire, hein, que ce soit PHU, MCUPH, PUPH, il faut communiquer des informations détaillées comme les SIGAPS personnels, les SIGAPS de l'équipe, le H-index, et c'est des termes sur lesquels je vais revenir dans un instant. Alors ça, c'est français, mais finalement, c'est vrai dans la plupart des pays du monde. Il y a des grandes études qui ont été faites aux États-Unis, au Canada, et qui montrent que ces métriques, elles sont en fait utilisées de manière vraiment fréquente pour l'embauche, la titularisation ou la promotion à l'hôpital, et pas qu'à l'hôpital universitaire. Et ça a été corroboré par de nombreuses enquêtes. Il y a une grande enquête internationale qui date un petit peu, puisque c'est 2010, mais qui avait été faite par Nature, et qui montre que la grande majorité des universitaires qui avaient répondu étaient évalués sur la base de ces outils métrologiques. Donc ça a une importance.
Et je crois que c'est quand même important de rappeler dans cette introduction que tout ce qui se compte ne compte pas forcément. C'est une citation d'Albert Einstein. Il y a plein de choses qu'on compte mais qui n'ont pas d'importance. Et souvent, les choses les plus importantes sont difficiles à compter. Et donc, ça souligne d'emblée que cette scientométrie, cette bibliométrie, eh ben, elle est pleine de biais et qu'il faut l'utiliser avec grande prudence. Je crois que c'est intéressant d'avoir un petit regard historique. Le culte de l'évaluation ou l'évaluation, c'est né au début du XXe siècle. C'est essentiellement dans la culture anglo-saxonne, mais ça a progressivement un peu pénétré notre quotidien, y compris sur la charge de soins, des choses comme ça. Et ça a pour objectif, en fait, indirectement, de justifier des financements qui sont versés, que ce soit pour la recherche ou que ce soit pour les soins. Et ce qui est tout à fait fou, c'est que l'indice d'impact, l'impact factor, dont on parle beaucoup, il a été dérivé en 1955 par quelqu'un qui s'appelle Garfield, qui est à la fois chimiste et bibliothécaire, et qu'en fait, la raison principale pour laquelle il a inventé cet indice, c'était simplement pour faciliter le classement de sa bibliothèque, juste pour savoir quelles étaient les revues finalement les plus lues ou celles qui citaient le plus les autres et qui devaient donc acheter prioritairement. Et dans son esprit, ça n'était en aucun cas utilisé ou utilisable pour évaluer des gens ou évaluer la production scientifique de quelqu'un. C'était vraiment un outil de bibliothécaire. Et on voit que ça a beaucoup évolué depuis, je vous en reparlerai dans un instant. Actuellement, on va calculer ces impact facteurs sur des grandes bases de plus de 13 000 journaux différents. Et c'est complètement le monopole du privé. C'est une société privée qui s'appelle Clarivate Analytics qui publie ça, qui copyright ça. Donc les données ne sont même pas diffusables en libre accès, en fait. Il faut des abonnements spécifiques, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors la question vraiment du quotidien, c'est finalement, il y a des publications qui sont faites. Comment est-ce qu'elles sont évaluées ? Et là, il y a deux grandes stratégies qu'on peut utiliser et qui vont utiliser toute une série d'outils. Il y a plus de 1000 indices différents qui permettent de quantifier finalement la qualité ou la quantité de ces publications. Mais en réalité, il n'y en a qu'une petite dizaine qui sont communément utilisés. Donc, je vous le disais, deux grands spectres. On peut s'intéresser soit à la production scientifique en elle-même, la production de ces articles, soit à leur usage, et donc en particulier à leur usage par d'autres. Alors, on va regarder un peu le détail. En ce qui concerne la production, finalement, c'est combien d'articles ont été publiés. Et puis, c'est peut-être un vœu pieux, mais essayer de qualifier leur qualité. Est-ce que ce sont des bons articles ? Et puis, en ce qui concerne l'usage par les autres, on va essayer de répondre à la question combien de fois ces travaux sont-ils utilisés par d'autres? Autrement dit, combien de fois sont-ils cités par d'autres publications? Et ce n'est pas du tout mesuré de la même manière. Le nombre d'articles et leur qualité, c'est essentiellement l'impact facteur. Et le nombre de citations de ses propres publications, c'est le H-index. Et ce sont deux paramètres qui fonctionnent complètement différemment. Alors, on va commencer par le nombre de citations. Donc ça, c'est assez simple. C'est vous avez publié un certain nombre de travaux. Combien de fois sont-ils cités par d'autres chercheurs? Autrement dit, combien de publications vont les mentionner? Et ça, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais c'est évalué à l'échelle de toutes les disciplines de la production de littérature. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la médecine, mais il y a les sciences et il y a les autres disciplines, la philosophie, la littérature, la poésie. Et donc, il faut se poser la question de savoir finalement comment est-ce que se positionne la médecine par rapport à l'ensemble des disciplines. Il y en a à peu près 250. Et la réponse, c'est très bien. En moyenne, une publication médicale va être citée 4 fois, alors que vous voyez que dans le bas de la figure, si vous êtes publicateur dans le domaine du droit ou dans le domaine de l'art, eh bien, moins d'un papier sur 2 fera l'objet d'une citation ultérieure. Donc ça pose des problèmes à l'échelle des universités. Lorsqu'on cherche à comparer les gens, par exemple pour des embauches, on se rend bien compte qu'il va falloir adapter les choses en fonction de la discipline. Alors, une question qu'on a envie de se poser, c'est finalement, nous qui sommes rhumatologues, comment on se positionne, comment se positionne la publication en rhumatologie? Donc, il y a différentes manières de l'apprécier. En ce qui concerne le volume total d'articles publiés, si on accepte le fait qu'il y a au total environ 236 disciplines ou groupes de disciplines qu'on peut faire, donc la linguistique, l'acoustique, la biologie de la reproduction, etc., la rhumato se positionne pile au milieu. On est 145 sur 236 en termes de quantité totale de production. Par contre, si on s'intéresse à la qualité,
et qu'on utilise comme marqueur de qualité, ce qui est très imparfait, le nombre de publications qui seront ensuite recitées ultérieurement. Là, on progresse nettement puisqu'on est au premier tiers, 72e position sur 236. Donc, un bon positionnement global de la rhumatologie au sein de l'ensemble des disciplines. Alors, qu'est-ce qu'il en est du positionnement de la rhumatologie au sein de la médecine? Eh bien, c'est moyen plus, on va dire. En termes de nombre total d'articles publiés, on a la 20e position sur 30, donc aux deux tiers. Sachant que c'est difficile d'avoir des statistiques très précises, parce que je ne sais pas si vous voyez la première catégorie, mais c'est chirurgie. Donc là, voilà, les données qu'on a, c'est une agrégation de tous les papiers de chirurgie, sachant que par exemple l'ORL est sorti de ça. Donc voilà, c'est pas à prendre avec un certain nombre de réserves, mais on est en gros aux deux tiers. Et par contre, si on s'intéresse là à nouveau à des marqueurs de qualité qui sont les taux de recitage, eh bien, on est mieux positionné puisqu'on est en gros au milieu, on est en 13e position sur 30 en termes de publications qui feront l'objet de citations ultérieures. Donc un positionnement moyen plus de la rhumato dans l'ensemble des disciplines, mais aussi comparativement à la médecine. Alors comment est-ce qu'on va évaluer ça finement? C'est par l'intermédiaire du H-index, donc soit d'une personne, soit d'une revue. On peut faire les deux. Et pour les concours, on va vous demander le H-index personnel. Par exemple, pour le CNU de rhumatologie, parmi les paramètres qu'il faut fournir, il y a cette donnée du H-index perso. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Si vous avez 10 publications qui sont chacune citées au moins 10 fois, vous avez un H-index à 10. Si vous avez 30 papiers et que sur ces 30 papiers, ils sont tous cités 30 fois, votre H-index est à 30. Donc, qu'on se fasse bien comprendre. Vous avez pu publier éventuellement 100 articles, mais là, si vous en avez 30, chacun cité au moins 30 fois, vous avez un H-index à 30. Voilà comment ça marche. Et donc, comment est-ce qu'on détermine son H-index? Il y a des bases de données spécialisées. Donc, tous les gens qui ont un compte INSERM, ils peuvent aller sur Web of Science et vous avez le détail. Et puis, pour les gens qui n'ont pas de compte INSERM, il y a une solution beaucoup plus simple qui est Google Scholar. Et ça vous donne votre nombre total de publications, le nombre total de citations de vos publications et votre H-index. Donc là, par exemple, 47. Ça veut dire que sur les 250 publications, les 47 premières ont été citées chacune au moins 47 fois, ce qui permet de se faire une idée un petit peu de la qualité du chercheur. Il y a un autre indice qui est communément utilisé, c'est le I10, c'est le nombre de publications qui vont être citées au moins 10 fois. On considère qu'une publication qui est citée 10 fois, c'est qu'elle a un contenu qui est suffisamment intéressant pour que ça attire les gens, que ça les fasse citer, avec ce seuil qui est fixé à 10. Alors, comme tous les outils, il y a des forces et il y a des faiblesses. La principale faiblesse du H-index, je dirais, c'est que n'importe quel rang d'auteur est pris en compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes auteur sur une publication, ça compte dans votre H-index. Et je pense que nous tous autour de la table aujourd'hui, même si elle est virtuelle, on sait que dans une publication, les contributions sont très inégales. Il y a souvent une grande partie du travail qui est fait par le premier auteur. La contribution du dernier auteur, elle est variable, ça peut aller de beaucoup à des fonctions purement représentatives. Et puis ensuite, dans la partie intermédiaire, deuxième, troisième, quatrième auteur, xème auteur, là encore, les contributions sont très variables. Et ça, ce n'est pas du tout pris en compte par le H-index. Toute publication qui va être citée compte pour votre H-index. Donc du coup, il y a un sujet autour du nombre d'auteurs. Vous êtes peut-être tombé sur des publications comme celle que je vous montre là à droite, Resolving the Extragalactic Gamma Ray Background. Globalement, il y a des disciplines où, entre guillemets, on abuse un petit peu sur le nombre d'auteurs, parce que la justification, ce sont des contributions scientifiques majeures par des très, très grands groupes. Et donc, à l'opposé du spectre, on a des disciplines où il n'y a presque pas d'auteurs, par exemple en droit ou en art. Typiquement, les papiers comportent un ou maximum deux auteurs, et ça ne serait pas crédible qu'il y en ait plus. Nous, en médecine, on est dans des positions intermédiaires. Il y a en moyenne 7 à 10 auteurs par papier. Et c'est intéressant de voir qu'il y a certaines disciplines qui abusent un tout petit peu, et c'est notamment le cas au sein de ces disciplines, en fait, de la médecine interne. Tout ce que vous avez en rouge à gauche de l'image, dans la partie de droite de la gauche, eh bien, ce sont les disciplines pour lesquelles le nombre d'auteurs dépasse ce qui serait attendu sur la base du nombre de citations du papier. Et vous voyez que c'est essentiellement ce que je vous disais, la physique des particules, la physique multidisciplinaire, l'instrumentation, donc c'est surtout du gros instrument lourd de science, mais au milieu du lot, il y a la médecine interne, où il y a donc un petit peu plus d'auteurs que statistiquement attendu sur la base du nombre de recitages des papiers.
Alors, une question importante, et ça concerne directement nos juniors, finalement, c'est quel est le meilleur prédicteur du nombre de citations d'un chercheur donné? C'est-à-dire, vous publiez quelque chose, qu'est-ce qui fait qu'il va être recité ou pas? Alors, je vous laisse réfléchir entre vous quelques instants. J'imagine que vous allez me dire la qualité du travail, et ça sera évidemment vrai. Plus le travail est bon, plus il a des chances d'être recité, ça c'est logique. Il y a bien sûr la réputation du chercheur. Plus le chercheur a une grande réputation, plus les gens vont s'y intéresser, donc plus il y a des chances que ses papiers soient cités. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, un reflet de la qualité du travail. Non, vraiment, l'élément qui est le principal déterminant, en fait, c'est le temps qui s'est écoulé à partir de la publication, et ça semble tout à fait logique. À partir du moment où votre papier est accepté, il va s'écouler un délai avant qu'il soit mis en ligne et puis éventuellement publié en version papier. Et ensuite, pour qu'il soit cité, par définition, quelqu'un doit avoir pris connaissance de votre manuscrit et doit l'avoir lu. Donc, ça veut dire que votre article doit être publié, que quelqu'un doit l'avoir lu, donc il y a le temps qui rencontre quelqu'un, que la personne ait elle-même écrit un manuscrit, que le manuscrit soit passé à travers tout le processus de reviewing, qu'il ait été accepté, et que ce manuscrit, entre guillemets, fils, soit lui-même publié pour qu'on puisse le détecter comme étant une citation de votre travail. Donc, on comprend bien que c'est un processus qui est temps dépendant. Typiquement, le pic de publication survient à la 3e année post-publication. Et ça a évidemment un impact direct sur le CV de nos internes. Parce que quand on est dans un internat ou dans un début de carrière, on n'a pas ce recul temporel qui est nécessaire pour que les publications, même si elles sont peu nombreuses, puissent être citées. Et donc, on comprend bien que ce nombre de citations, ça ne s'applique pas de manière fiable aux internes ou aux jeunes chercheurs, en tout cas dans les 5 à 10 premières années de la carrière. Sauf profil exceptionnel, il faut trouver d'autres manières d'évaluer les gens. Donc, à côté de la citation, il y a un autre outil qui est la production en elle-même. Et donc ça, on va pouvoir l'évaluer par le nombre d'articles et puis par l'impact facteur. Alors, une manière très simple de voir, c'est tout simplement de se connecter sur PubMed, de taper le nom d'un chercheur et puis de voir combien d'articles il a publié. Il faut évidemment être extrêmement prudent puisqu'il y a des homonymes. Si vous appelez par exemple Martin ou Smith, on va trouver des centaines de milliers de publications sous vos noms. Donc, il est important de garder en tête un certain nombre de choses. Préférentiellement, garder le même nom tout au long de la carrière. Ça, c'est particulièrement vrai pour les femmes qui changent éventuellement de nom quand elles sont mariées. Tout simplement parce que l'indexation va se faire sous un nom différent et donc ça ne sera pas forcément facile de retrouver votre travail. La deuxième solution, c'est d'ajouter éventuellement une initiale intermédiaire. Si votre nom de famille, par exemple, c'est Martin, vous appelez Louis Martin, vous allez rajouter le P pour Patrick, Louis Patrick Martin. Donc ça, c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé pour distinguer les homonymes. Et puis enfin, la méthode moderne, c'est le numéro ORCID ou ORCID, qui est en fait un numéro individuel attribué aux chercheurs. Il faut en faire une demande sur un site spécifique. Donc c'est orcid.org. Et en fait, on va vous donner un numéro personnel qui sera en fait linké à la publication et qui vous suivra toute votre carrière. Il faut savoir que pour des publications de haut impact facteur, y compris pour ARD par exemple, il y a nécessité d'avoir un numéro hors site pour pouvoir publier. Les revues prennent de moins en moins maintenant de publications lorsque chaque publicateur n'est pas identifié de manière précise. Alors cet impact facteur, on va rentrer un peu sur son mode de calcul. Je crois que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça fait l'objet de valorisation financière importante, donc il faut avoir ça en tête, on en parle tout le temps. L'impact facteur d'une année donnée, par exemple l'impact facteur 2019, je vous laisse voir le bas de l'écran parce que c'est le plus intéressant. Ça revient à dire combien de fois en moyenne un article qui va être publié dans un journal pendant 2 années consécutives vont être cités durant l'année suivante. Autrement dit, l'impact facteur 2019, c'est combien de fois il va y avoir d'articles publiés en 2017 et 2018 qui vont être cités en 2019. Alors, je vous donne un exemple concret, comme ça on comprend bien. Si, par exemple, dans une revue, il y a 100 articles qui sont publiés en 2017 et 2018, et qu'en 2019, il va y avoir 400 citations, autrement dit, des articles d'autres personnes qui vont citer 400 fois les publications de cette revue, eh ben, on a un impact facteur à 4. Donc, ça veut bien dire qu'en moyenne, chaque publication aura été citée 4 fois. Et donc, c'est en moyenne, et ça, évidemment, ça a une importance majeure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la typologie des publications du numérateur et du dénominateur n'est pas la même.
Dans le dénominateur, donc en bas, c'est uniquement les articles de recherche et les reviews. Alors qu'au numérateur, ça peut être autre chose, en l'occurrence tout, les lettres, les éditoriaux. Et on en reparlera tout à l'heure, mais la connaissance fine de ces mécanismes permet aux éditeurs des revues de tirer vers le haut leur impact factor en bricolant un petit peu. Je vous en reparle dans un instant. Alors finalement, ces impact factors, voilà le top 28, entre guillemets, la liste principale. Vous voyez que ça va d'un journal de cancérologie dont vous avez probablement jamais entendu parler, Cancer Journal for Clinicians, qui a un impact factor donc, à 292. Donc c'est une petite anomalie de signal, je vous en reparle. La première vraie publication, entre guillemets, c'est le New England Journal avec 74 d'impact factor. Et puis ensuite, on a des disciplines autres comme la science des matériaux, la pharmacologie, le Lancet avec 60 d'impact factor. Ça, c'est les impact factors de l'année 2019 qui sont les derniers impact factors disponibles. Alors vous allez me dire, où est la rhumato là-dedans? Eh bien, elle est quand même assez loin, c'est ça ma réponse. Il y a, je vous l'ai dit, à peu près 13 000 journaux qui sont répertoriés. ARD, qui est la deuxième publication de rhumatologie, en tout cas la plus simple à faire actuellement, on en reparlera, donc en 135e position. Et puis, j'ai juste positionné Joint Bone Spine pour vous donner une idée. On est en 2155e position sur 13 000, ce qui est en fait pas mal du tout. Alors voilà les impact facteurs de la rhumatologie en elle-même. Vous voyez qu'en fait, la première publication, c'est Nature Review Rheumatol. Donc ça, on en reparle tout à l'heure, c'est un papier sur invitation. Tout le monde ne peut pas faire un Nature Review Rheumatol. Vous pouvez tenter votre chance, mais en général, ça ne marche pas. Il faut être invité par l'éditeur. Donc c'est un peu compliqué. La vraie publication pour laquelle vous pouvez soumettre quelque chose, et si le travail est jugé de qualitatif, ben, ça passera éventuellement, c'est ARD. Et donc, on est à peu près, en 2019, à 16 d'impact facteur. Donc ça veut dire qu'en moyenne, chaque article publié dans ARD va être, au cours de l'année suivant les 2 années de calcul, recité 16 fois. Si vous regardez bien, il en manque un, en fait, c'est le Lancet Rhumatologie, qu'on attend pourtant avec un haut impact facteur, mais qui n'est pas dans la liste. Et l'explication, c'est qu'en fait, la revue a été lancée en été 2019. Donc, si vous avez suivi, il faut qu'on comptabilise l'ensemble des publications du Lancet Rhumatol en 2019 et 2020, et qu'on calcule combien de ces publications sont recitées l'année suivante, c'est-à-dire en 2021. Or, 2021 n'est pas terminé, donc on n'a pas cette information. Donc, ça veut dire que le premier impact facteur de la revue sera disponible en 2022. Alors, cet impact facteur, c'est très bien, c'est mignon, tout le monde en parle, mais il y a des critiques absolument majeures. Attention à l'impact facteur. Vous connaissez peut-être le film Deep Impact, donc il y a plein de jeux mots, un impact pas aussi profond, des bonnes raisons d'être inquiet de l'impact facteur. Éliminons l'impact de l'impact facteur. Effectivement, la grande majorité des gens dans l'enquête de Nature disent qu'ils sont très très méfiants. Plus d'un chercheur sur 2 dit avoir modifié sa stratégie de recherche en raison de la crainte de publication de résultats non significatifs, le fait que ça va être difficile à publier, ça va dégrader leur score d'évaluation de leur institution, et que donc ils se focalisent sur des choses plus stratégiques, plus facilement publiables. Donc on voit aussi que, comme souvent, la mesure va perturber l'expérience, et que donc la modalité d'évaluation qui nous scrute modifie notre manière de travailler. Et puis, ça c'est assez troublant, presque les 3/4 des gens sont un petit peu inquiets vis-à-vis de la capacité de certains collègues à bricoler autour de l'impact factor, optimiser leur impact factor avec des techniques qu'eux ne connaîtraient pas. Et on va voir que c'est à la fois vrai et faux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on sonde les gens sur est-ce que vous êtes satisfait de l'impact factor, de son utilisation dans votre carrière, au moins 2/3 des gens ne sont pas satisfaits. Il y a à peu près 20% de gens qui sont relativement satisfaits. Et puis, comme d'habitude, il y a 4% de l'HQ hyper contents de tout qui sont très satisfaits. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'il faut être inquiet ou interpréter avec grande prudence cet impact factor? Déjà, c'est qu'il y a des écarts considérables entre les revues et surtout les disciplines. Si vous êtes orthopédiste, l'impact factor maximum que vous pouvez faire, c'est 4. Aucun journal d'orthopédie ne dépasse 4. Si vous êtes psychiatre, ça monte à 40. Donc on voit que si on se contente de regarder des chiffres d'impact factor, à l'échelle par exemple d'une faculté de médecine pour recruter les gens, il y a un psychiatre qui pourra faire un 40 d'impact factor, mais en tout cas, son collègue orthopédiste, il ne dépassera pas 4. Donc on voit bien qu'il y a des inégalités entre les spécialités, et ça, on ne peut pas le reprocher à un candidat, par exemple à l'embauche, on ne peut pas lui dire désolé, vous êtes orthopédiste, donc il va falloir compenser en faisant plus de publications, ça ne peut pas marcher comme ça.
La deuxième chose, et je vous le disais tout à l'heure, c'est que dans le panthéon des impact facteurs les plus élevés, plus de la moitié des meilleures revues en fait, sont sur invitation. Autrement dit, vous pouvez toujours tenter votre chance, mais en général, ça ne marche pas. C'est l'éditeur qui vous contacte, soit parce que vous avez une notoriété dans le domaine, qui peut être pleinement légitime ou pas forcément, pour envoyer un article de review. Mais donc, en fait, la difficulté, c'est que ça compte dans le calcul de l'impact facteur, mais c'est des non accessibles. Le commun des mortels ne peut pas publier dans ses journaux sans une invitation spécifique. Il y a d'autres petites ruses, et une ruse bien classique, c'est l'autocitation. Bon, c'est tout à fait normal, quand on publie un travail, de citer ses travaux antérieurs quand ils viennent contribuer à la discussion. C'est moins logique de citer ses travaux antérieurs quand ils n'ont aucun lien avec l'objet du travail, mais c'est fait communément. Mais par contre, c'est fait ou c'est parfois encouragé par certains éditeurs de revues qui demandent spécifiquement à ce qu'on cite dans l'article des articles d'autres, de la même revue, mais d'autres numéros antérieurs. Et je vais vous donner un exemple. Alors, je ne vous dis pas de quelle revue il s'agit, mais c'est une revue qui est très connue dans le domaine de l'auto-immunité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'impact facteur de cette revue pour l'année 2009, par exemple, qui est à 11, donc c'est absolument considérable, et bien, tout ce qui est en jaune, c'est en fait le poids des autocitations. Et quand on les enlève, ces autocitations, finalement, l'impact facteur sans autocitation n'est que 2. Donc, on comprend bien qu'il y a des stratégies que vont utiliser les éditeurs pour, entre guillemets, manipuler l'impact facteur, le tirer vers le haut et faire apparaître leur revue comme plus populaire qu'elle ne l'est réellement. Et ça peut être parfois totalement institutionnalisé. L'autocitation, ça c'est le truc le plus simple à dépister, mais il y a parfois des schémas organisés d'hétérocitation. Et en l'occurrence, il y a une très belle enquête dans Nature sur un arrangement entre 4 revues brésiliennes. Ils se sont dit, on ne va pas s'autociter, ça va trop se voir. Ils se sont cités entre eux dans le cadre d'un accord pour tirer artificiellement leur impact facteur vers le haut. Tout ce que vous avez en gris ici, c'est le poids de l'autocitation. Donc, un schéma organisé, et puis ça conduit à l'exclusion des revues des classifications internationales. Enfin, je vous le disais, numérateur et dénominateur, ce n'est pas la même chose. Articles de recherche et de review en bas, éditoriaux en haut. Donc, ça veut dire que si vous invitez des gens très connus qui vont vous faire des très beaux éditoriaux, qui vont être très, très cités, vous allez artificiellement tirer votre impact facteur vers le haut. Et donc, ça, c'est un coup classique des revues pour essayer d'augmenter l'impact facteur. Et en miroir de ça, dans un éditorial, on peut aussi citer, donc c'est de l'autocitation finalement, les articles de la propre revue, c'est généralement le cas. Et j'ai été absolument étonné par cette étude. J'aurais dit spontanément que dans un éditorial, en moyenne, il y avait peut-être 5 autocitations. Donc ça, c'est un travail systématique qui a été fait en orthopédie. Bien, en orthopédie, en moyenne, il y a 19 papiers cités dans chaque éditorial issu de la même revue, ce qui me semble être absolument colossal. Enfin, dernier point, ces dénominations éditoriales, lettres, etc., elles peuvent manifestement faire l'objet d'une discussion confidentielle avec les sociétés qui éditent les impact facteurs. Je vous rappelle que c'est une société privée, ce n'est pas du tout quelque chose de public. Donc, il y a des petits arrangements entre amis qui permettent d'ajuster les choses. Donc, voilà pourquoi il faut être très prudent. La vraie raison, c'est que je vous l'ai dit, l'impact facteur, c'est une moyenne de la revue. Et en fait, quand on applique ça à l'échelle individuelle, il n'y a pas de corrélation. Autrement dit, il n'y a pas de corrélation nette entre le nombre de citations d'un papier et l'impact facteur de la revue dans laquelle il a été publié. Donc ça, c'est vraiment un plaidoyer majeur pour qu'on n'évalue pas les gens, les personnes, les individus, les candidats à des postes sur la base de leur impact facteur. Ça n'a aucun sens. Ça reflète simplement la qualité moyenne de la revue et absolument pas la qualité d'un travail donné. Et donc l'exemple typique, c'est Nature. C'est des statistiques qui sont rares, donc ils l'ont publié une fois, ils ne le publient pas très, très souvent. L'impact facteur 2003 de Nature, c'était 30, donc c'est beaucoup, évidemment. Bien, ils l'avouent eux-mêmes, 89% du poids de cet impact facteur, en fait, n'a été réalisé que par 25% des articles. Les 3/4 des autres articles sont à peine ou pas cités du tout. Donc, vraiment, cet impact facteur est généralement drivé par une minorité d'articles qui, eux, vont être très, très cités et les autres, pas forcément. Et donc, l'exemple le plus emblématique, le plus connu, c'est une revue de cristallographie. Donc, j'imagine que vous ne connaissez pas. Pendant des années, elle a un impact facteur à 2 ou 3. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, chaque papier va être cité 2-3 fois. Et en 2009, il y a une excellente review qui est publiée. Et à elle seule, elle suffit à tirer l'impact facteur jusqu'à 50. Donc, c'est quasiment du niveau du New England. Cette revue va être recitée 6000 fois. Donc, c'est probablement qu'elle est très bien, j'imagine, je n'ai pas lu. Mais en tout cas, vous voyez à quel point ça donne un décroché brutal dans l'impact facteur.
Et ça, c'est drivé par une revue sur l'ensemble des publications qui ont été faites par ce journal. Je termine par le SIGAPS, parce que c'est vraiment notre quotidien. SIGAPS, c'est le système d'interrogation, de gestion, d'analyse des publications scientifiques. C'est quelque chose qui a été développé à Lille et qui, à la demande du ministère de la Santé, a été déployé dans toutes les structures d'hospitalisation. Le principe, c'est que c'est une base de données qui va automatiquement consulter PubMed, regarder si vous avez publié quelque chose, et si vous avez publié quelque chose dans un journal, déterminer votre position dans l'ordre des auteurs, mais aussi l'impact facteur du journal. Et comme je vous l'ai dit, entre les disciplines, l'impact facteur va varier énormément entre l'orthopédie et la psychiatrie. Donc, ça va être normalisé sur le principe du quantile. Autrement dit, on regarde dans la discipline comment se situe l'impact facteur de la revue par rapport à l'ensemble des revues de la même discipline. Si vous êtes dans les 10 meilleurs pourcents, eh ben, ce sera un SIGAPS A. Si vous êtes dans le 3e quartile, ça sera du coup un B, ainsi de suite, un C, un D, un E, etc. Donc, ça permet de standardiser par discipline. Autrement dit, vous êtes reclassé en rhumato si vous êtes rhumato, si c'est une publication de rhumato. Voilà comment ça marche. Et ensuite, ça rapporte des points, et voilà comment on les calcule. Il y a la catégorie, donc le score SIGAPS. Si vous faites une publication dans un SIGAPS A, ça va vous rapporter 8 points. Et c'est multiplié par un certain nombre de points en fonction de votre rang d'auteur. Si vous êtes premier auteur, c'est 4 points. Deuxième auteur, c'est 3 points. Troisième auteur, 2 points, etc. Puis ça remonte à l'envers. Le dernier auteur, c'est à nouveau 4 points. Et l'avant-dernier, c'est 3 points. L'avant-dernier, cette position n'est activée que s'il y a 6 auteurs dans la publication. Moins de 6 auteurs, il n'y a pas d'avant-dernier, ça ne compte pas. Et en fait, on fait le produit des deux. Donc, si vous faites une publication dans une revue de rang A en premier auteur, c'est 8 x 4, 32 points SIGAPS. 32 points SIGAPS, ça vous rapporte, entre guillemets, ça rapporte à l'établissement hospitalier 32 fois la valeur du point SIGAPS, environ 500 €. Donc, en gros, 16 000 €. Et cette somme est versée chaque année pendant 4 ans à votre établissement hospitalier. Donc, c'est évidemment quelque chose qui a une importance majeure en termes de négociation avec les directions, en termes de compte à l'échelle de l'établissement, en termes de stratégie, discussion, etc. Et donc, d'où viennent ces crédits? Vous le savez, hein, il y a ce qu'on appelle des mairies, hein, c'est les missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation, qui sont elles-mêmes intégrées dans les MIGAC. Je pense que vous connaissez cette histoire. Et donc, c'est versé par le ministère de la Santé, effectivement, aux établissements hospitaliers pour justifier, ou en tout cas pour donner une compensation financière à l'activité de recherche. Alors, pour terminer, peut-être un petit quiz pour vous. Est-ce que vous avez une idée de combien ça rapporte aux établissements hospitaliers français, ces points SIGAPS, chaque année? Donc, je vous laisse dire un chiffre dans votre tête. On va voir si vous êtes proche de la vérité ou pas. Donc, combien rapportent ces publications à la France, entre guillemets, chaque année? La réponse, c'est 1 milliard d'euros. Donc, c'est des chiffres qui sont absolument incroyables. On se dit, ça doit être une erreur, ça ne doit pas être des millions, mais si, donc c'est bien 1 milliard d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la même chose que le budget du ministère de la Santé. Le budget du ministère de la Santé pour 2020, c'est 1,5 milliard d'euros. Ça ne compte évidemment pas les dépenses de l'assurance maladie, qui sont dans un budget spécial, hein, c'est l'ONDAM, ça c'est 218 milliards d'euros. Et pour vous positionner ça par rapport au budget du gouvernement français, donc les crédits qui sont alloués à l'ensemble des ministères, donc le budget de la Sécu n'est pas là-dedans, hein, c'est séparé, c'est environ 514 milliards d'euros. Donc 1 milliard d'euros, c'est une somme tout à fait colossale et tout à fait conséquente. Alors il y a des évolutions à attendre pour l'année prochaine, je vais être très rapide, mais on crée une nouvelle catégorie de SIGAPS. Je vous parlais tout à l'heure du SIGAPS A, il y aura une sorte de super SIGAPS, le A+, lorsqu'on aura publié, bon courage, hein, dans le Lancet, Nature, Science, le New England, le JAMA et le BMJ. Et donc au lieu d'avoir 8 de coefficients, ce sera 14 pour cette catégorie A+. Je termine juste par un dernier élément qui est le rôle des médias sociaux. On est une civilisation qui a complètement été transformée par les téléphones mobiles, par Facebook, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, quand on a une publication maintenant, on va le dire à tout le monde sur Facebook, sur Twitter, etc. Je vous donne un exemple. Hein. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Eden Seba, qui est interne dans le service. Donc un travail de recherche d'épidémio. Ça a été publié dans ARD. Et vous voyez qu'il y a cette petite case là en bas à gauche qui s'appelle Article Metrics. Et quand vous cliquez dessus, vous avez l'info sur combien de personnes ont vu la publication, combien l'ont retweeté, combien l'ont diffusé sur des médias sociaux. En l'occurrence, 326 de score. Ça correspond par exemple à 435 personnes qui ont tweeté au sujet de cette publication. Donc c'est tout à fait significatif.
et vous avez des informations en temps réel. Par exemple, cette publication, elle a depuis 2019, date de sa parution, été recitée 56 fois. Alors, ça ne vous parle pas forcément. Moi, ça ne me parlait pas forcément non plus, 56 fois. Je me suis dit, c'est bien, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Et bien, en réalité, c'est 38 fois plus que la moyenne des autres publications en rhumatologie, ou dans la même discipline, de même ancienneté. 38 fois plus. Donc, c'est absolument considérable. Et c'est en moyenne 9 fois plus que l'ensemble des publications, toutes disciplines confondues, c'est-à-dire y compris les arts, le droit, etc., la science lourde, etc., etc. Alors, j'arrive à ma conclusion. Cette bibliométrie, à la fois, on l'aime, mais à la fois, on la déteste. C'est toujours sympa d'avoir un retour, une évaluation sur ce qu'on fait, une évaluation numérique, mais on a vu les nombreux biais. Cet impact facteur, c'est une bonne mesure de la performance moyenne de la dissémination des articles d'un journal, et chaque mot de cette phrase compte. Mais en tout cas, ça ne devrait pas être utilisé pour évaluer la qualité d'un article donné ou d'un chercheur. On a vu que c'est une moyenne, ça ne reflète absolument pas la performance individuelle. Le H-index, qui est par exemple demandé par le CNU de Rhumato, n'est pas adapté aux jeunes chercheurs. Pour une promotion sur un poste de PUPH ou de MCUPH, ça ne me choque pas du tout qu'on le demande, mais il est clair que plus le temps passe, plus le H-index augmente, et donc pour des internes, pour du début de carrière, on ne peut pas légitimement demander ces paramètres. Donc, comment il faut faire? Il faut combiner toute une série de trucs et intégrer le fait que les médias sociaux ont un rôle important qu'il faut maintenant prendre en compte. Mon dernier conseil, c'est que c'est bien de faire des mesures de qualité, mais il vaut mieux se focaliser sur la qualité en elle-même. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. C'était clair et brillant. J'ai appris plein de trucs. J'espère que vous aussi. Et de toute façon, ce sera disponible sur la chaîne YouTube, parce qu'on maintenant on essaie de communiquer aussi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ouais. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, je t'en poserai une. Si on connaît tous ces biais, pourquoi est-ce que ça ne change pas un peu plus? C'est-à-dire que notamment l'autocitation, c'est assez bluffant ce que tu nous as montré. Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas des index sans autocitation? C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, le système est construit par des gens qui n'ont pas forcément intérêt à ce que ce soit enlevé. Ça donne une visibilité majeure. Il faut aussi voir qu'il y a un marché derrière qui est considérable. L'univers de la publication, c'est à peu près 10 milliards de dollars par an. Donc, il y a des enjeux financiers qui sont très, très importants. Et je crois qu'en fait, il serait temps, à l'échelle de l'évaluation des individus, qu'on demande effectivement des évaluations sans autocitation. Ça fait partie des choses qui sont discutées. Il y a des indices, je ne les ai pas tous détaillés, mais il y a des indices innovants qui arrivent. Il y a un truc qui s'appelle l'Eigen-Factor, qui justement enlève l'autocitation. Donc, c'est quelque chose un peu du passé qui perdure, sûrement parce que le système y a un intérêt, mais il y a des choses un peu plus novatrices qui arrivent et qui se débarrassent de ça. Et puis, dernière question, est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre donc plutôt des index de publication, en tout cas de citation dans les médias sociaux maintenant pour les jeunes, en montrant leur implication? Ça pourrait être... On comprend bien finalement que toutes ces méthodes, elles ont des limites. Et comme toujours, une des manières de contrebalancer les limites d'une méthode, c'est d'associer différentes méthodes. C'est ce qu'on fait dans les papiers de science. On va faire et de la souris, et du modèle, et de la fonction, et du transcriptome, etc. pour essayer d'avoir un panorama global. Je crois que c'est la même chose. Il faut utiliser différents outils en connaissant leurs faiblesses, en ne prenant pas ça par parole d'évangile ou pour gravure dans l'or. Il faut vraiment essayer d'interpréter ça de manière globale. Et puis, je crois que c'est important aussi de tenir compte des choses modernes. Ces médias sociaux, il est maintenant démontré dans des essais randomisés que tweeter au sujet d'un article augmente le nombre de citations littéraires de l'article et la visibilité, ce qui est logique, mais c'est démontré. Donc, je crois qu'il faut en tenir compte. Très bien. Écoutez, j'ai juste lancé le sondage avant que vous partiez. Puis, je te remercie beaucoup, Laurent. Avec plaisir. Voilà un sujet un peu atypique, un peu différent, mais voilà, on verra les retours. Une expérience. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. C'est pas terminé. Il y a le dernier mercredi du Coca. On aura le plaisir de recevoir le professeur Roux qui va nous parler des pathologies osseuses constitutionnelles. Donc, je pense que ça va être vraiment passionnant. Il connaît très bien le sujet donc, ce sera notre dernier séminaire avant la reprise en septembre. On vous communiquera assez rapidement le nouveau programme qu'on va concocter prochainement. Donc, merci à tous et donc à bientôt. À bientôt.